Bonjour et bienvenue dans Smart Tech, votre rendez-vous quotidien pour parler de l'actualité du numérique et des nouvelles technologies sur Bismart. Alors justement, pousser la Deep Tech vers des ambitions européennes, c'est ce dont on parle aujourd'hui en premier lieu et c'est le challenge que s'est fixé l'Institut européen de l'innovation technologique et pour cause, les startups prometteuses sont là, mais elles ont du mal à se tourner vers l'international. Alors on va faire le point ensemble sur ce plateau avec le directeur général France de l'EIT Digital. Et puis on va parler sport parce que dans un mois, les JO commencent à Tokyo, un avant-goût de ce qui nous attend pour les JO qui auront lieu à Paris, mais la Sporttech française sera-t-elle au rendez-vous technologique? On va vérifier avec deux entreprises françaises sur ce plateau qui, elles, semblent être prêtes pour la compétition. Et ensuite, ce sera votre rendez-vous privacy. On va revenir avec notre chroniqueur sur l'utilisation du VPN. Alors, ça vous dit certainement quelque chose, peut-être vaguement. Pourtant, c'est un outil à la fois utile et facile à installer. On va voir ça ensemble. Enfin, on finit balle au pied, car dans votre séquence et demain, on va parler foot et data. Cloudflare a lancé un outil de mesure sur le web dédié spécialement à l'Euro 2020. Mais d'abord, on va donner le coup d'envoi avec votre séquence l'interview dans Smart Tech. Guillaume Toublanc nous a rejoint, directeur général France de l'EIT Digital, l'Institut européen d'innovation technologique qui contribue à la création et à la croissance aujourd'hui internationale de start-up Deep Tech européennes. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Merci, bonjour. Alors vous avez récemment lancé le l'EIT Digital Challenge destiné spécialement à la scale-up Deep Tech Digital et vous venez de publier une tribune, le paradoxe international des start-up Deep Tech Digital. Alors d'abord, c'est quoi une Deep Tech Digital ? Une Deep Tech, vous savez, aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. On en parlait, des acteurs comme BPI France ont beaucoup contribué pour ça. La Deep Tech, c'est des innovations qui s'appuient sur des travaux scientifiques poussés, des technologies assez développées, qui prennent souvent du temps de développement en laboratoire, dans les universités, dans les labos de recherche. Chez EIT Digital, c'est notre ADN, c'est ce qu'on essaye de soutenir depuis les 10 ans que nous avons été créés, de soutenir justement cette Deep Tech qui a souvent du mal à franchir les barrières du laboratoire pour aller sur le marché. Donc c'est ce que nous contribuons à essayer de démarrer. Et digital ? Digital, on se positionne justement sur toutes les technologies, toutes les applications numériques de la Deep Tech, parce que dans la Deep Tech, il y a de la biotech, il y a de la médecine, il y a tout ça. Nous, on va être plutôt sur la partie intelligence artificielle, cybersécurité, jumeaux numériques, etc. Enfin, toutes ces technologies. Et alors, est-ce que les startups de la Deep Tech Digital, elles manquent d'ambition internationale ? Mais depuis 10 ans qu'on accompagne ces entreprises, moi j'ai fait le constat, j'ai été assez surpris de voir que tous ces jeunes entrepreneurs, ces jeunes chercheurs qui ont été élevés dans l'international, qui ont fait leurs recherches, qui ont fait leurs études à l'international, quand ils créent leur entreprise, bien souvent l'international n'arrive qu'en étape 2. Ils la créent d'abord dans leur pays d'origine. C'est assez étonnant, puisque quand on réfléchit à la Deep Tech aujourd'hui s'attaque à des sujets qui sont des sujets majeurs du 21e siècle. La santé, l'environnement. On connaît tous les applications de l'intelligence artificielle pour améliorer les résultats des radios, par exemple l'analyse des radios, pour améliorer la transition énergétique. Et on a plein d'exemples d'entreprises chez nous qui font ça. Donc ça ne se limite pas à la frontière franco-française ou d'un n'importe quel pays européen. Et donc ça c'est un premier constat qui est assez... Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi il n'y a pas de projection dans cette stratégie de développement ? Alors on pourrait penser que c'est une question d'argent. On pourrait penser que quand on lance une entreprise, pour des raisons financières, on se limite d'abord à son territoire, à quelque chose qu'on connaît. C'est de moins en moins vrai aujourd'hui. Il y a un plan Deep Tech maintenant. Voilà, le plan Deep Tech. Quand on regarde les investissements sur les 5 dernières années sur la Deep Tech en Europe, c'est 36 milliards d'euros qui ont été injectés par des investisseurs. De plus en plus d'investisseurs étrangers viennent aujourd'hui en Europe pour investir. Donc l'argent n'est pas un problème. Quelles sont les spécificités aujourd'hui d'une Deep Tech digitale dans son développement, dans ses besoins, qu'elle pourrait retrouver en allant à l'international, particulièrement sur le territoire européen ? En fait, une Deep Tech
souvent, c'est une innovation de rupture, une technologie de rupture qui va bousculer des nouveaux usages, qui va bousculer parfois une réglementation aussi en Europe, qui n'est pas toujours là. Quand on pense par exemple aux véhicules autonomes, par exemple, la réglementation est très différente. Et donc l'intérêt d'être dans plusieurs pays, c'est de tester en permanence différents. Dans le nord de l'Europe, par exemple, les gens sont beaucoup plus ouverts aux technologies de véhicules autonomes, beaucoup plus, même les gouvernements sont très ouverts à ça, beaucoup moins en France, dans d'autres pays. C'est des choses qui évoluent. Et donc le fait d'être présent sur plusieurs territoires permet de saisir le bon moment de développement dans le pays qui va s'ouvrir le premier. Et puis aussi, quelque part, de bouger un peu la réglementation aussi au sein de ces différents pays, puisque, on le sait bien, les entrepreneurs, les innovateurs sont ceux qui font bouger les lignes et qui, grâce à leurs travaux de développement technologique, mais aussi de lobbying, vont permettre au gouvernement de se rendre compte de l'importance de tel ou tel secteur. Oui, l'idée, c'est aussi de se montrer. Alors, vous avez travaillé, vous êtes membre de jury de sélection start-up et de projets innovants, par exemple, dans les groupes du CAC 40. Donc, l'idée, c'est aussi de se montrer auprès de ces entreprises-là. Quel regard elles portent sur ces start-up deep tech qui ont du mal à éclore? Alors, je pense que justement, le regard est bien meilleur qu'il n'était il y a quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, la culture start-up, toute la communication qui est faite autour des start-up, forcément, les grands groupes n'y sont pas indifférents. Et donc, les grands groupes aujourd'hui sont des sociétés qui sont challengées dans leur business model, qui ont besoin de justement toutes ces start-up. Bien souvent, elles viennent nous voir en nous disant, nous, on est intéressés pour travailler avec des acteurs européens, quand il s'agit de travailler sur de la sécurité, sur des choses un peu sensibles, sur des données, etc. Ils préfèrent travailler avec des entreprises européennes. Donc il faut faire l'intermédiaire. Exactement. C'est ce que vous faites, parce que les entreprises ne sortent pas de leur territoire, de leur cocon, j'allais dire, donc vous êtes obligé de faire l'intermédiaire. Ça aussi, c'est un deuxième étonnement de ma part. Moi, j'ai un passé dans un très grand groupe, et c'est que malgré, quand on prend les groupes du CAC 40, ils font 70% de leur CA à l'international, ils ont 2/3 de leurs effectifs à l'étranger, et pourtant, quand on regarde les relations qu'ils ont avec les startups, les détections de startups potentielles pour leur business, c'est très focalisé sur leur siège social. Ça, c'est aussi c'est assez étonnant quand on y réfléchit. Et je pense que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Mais je pense que c'est une rencontre, en fait, à un moment donné. C'est pour ça qu'il faut sortir peut-être ces entreprises-là de leur siège social, ce que vous disiez. Mais d'abord, les startups doivent aller s'internationaliser. Exactement. Et je pense qu'il y a un troisième acteur qui est important, c'est évidemment les investisseurs. Ça aussi, c'est le troisième constat que j'ai fait aussi, que nous faisons au sein de IT Digital, en parlant à ces différents investisseurs avec qui on est en relation. On a un accélérateur de start-up, donc on est en contact avec 300 VC partout en Europe qui investissent sur des séries A chez nous, dans des startups qu'on accompagne. Ce que je remarque, c'est que tous ces grands acteurs, en dehors des très très grands, tous ceux qui sont dans le haut du panier, les grands noms qu'on connaît bien, mais en dehors de cela, beaucoup me disent finalement 80% de mes investissements sont dans mon pays, sont en France pour les Français, en Allemagne pour les Allemands, etc. Ce qui est assez étonnant aussi quand on y réfléchit aujourd'hui, à l'heure où Emmanuel Macron s'apprête à défendre un plan Scale Up Europe pour justement promouvoir le développement d'entreprises technologiques européennes. Je sens vraiment qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer à ce niveau-là, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit cette tribune, parce que je pense que moi je rencontre énormément de jeunes entrepreneurs, de jeunes chercheurs qui cherchent à se développer, à porter les valeurs européennes. Néanmoins, ce que je leur dis souvent, c'est que créer une start-up, c'est génial. Créer une start-up pan-européenne dès le premier jour, c'est vraiment mieux en fait. C'est vraiment ça qu'il faut faire, parce que c'est là qu'on a vraiment tout à gagner. Alors, ce sera le mot de la fin. Vous avez parlé d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut dire que l'État a sa forme de responsabilité dans ce manque d'ambition de la deep tech digitale française ? Moi, je pense que justement des initiatives comme Scale Up Europe sont des initiatives qui sont formidables, qui sont très très bonnes pour l'entrepreneuriat. Tout ce qui va pouvoir pousser justement ces entreprises vers une croissance internationale. Et donc cette culture un petit peu chétive ne vient pas Je crois pas. Je crois pas, puisque quand on regarde ce qui se fait depuis quelques années, il y a un soutien colossal pour la création de start-up, et aujourd'hui pour justement l'accélération de ces start-up. On y contribue, et je suis ravi de voir que des gouvernements européens se saisissent de ce genre de sujet, puisqu'on a vu le progrès considérable sur ces 5 dernières années du lancement des startups, et de pousser aussi par des entrepreneurs, et des entrepreneurs qui ont cette ambition d'aller pour créer ces fameuses sociétés de 100 milliards au niveau européen. Donc j'espère qu'on va les voir arriver bientôt en Europe. Merci beaucoup Guillaume Toublan, directeur général France de IT Digital, d'être venu sur ce plateau. On poursuit quant à nous, car c'est l'heure du talk.
À moins d'un mois des JO, on va parler Sporttech et innovation, celle qui entoure ces événements sportifs à grande échelle. Avec nous sur ce plateau, Marie de Saint-Salvi, directrice générale adjointe en charge des opérations chez CS Group. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors CS Group, c'est une société française spécialisée dans les systèmes de cybersécurité. Vous avez mis au point, on va y revenir tout à l'heure, un système pour assurer la sécurité des lieux qui accueillent des événements sportifs. Tout à fait. Alors avec nous également Christian Dupont, CEO de Digitsol, concepteur de semelles connectées, comme on peut en voir juste à côté de vous. Bienvenue sur le plateau également. Bonjour. Alors les prochains JO débutent dans un mois à Tokyo et ensuite c'est la France qui accueillera en 2024 les Jeux Olympiques. Ce sera un vrai coup de projecteur assez attendu qui pourra bénéficier à la tech française. Mais est-ce qu'on sera prêt pour accueillir ces Jeux Olympiques? Je vous laisse commencer. Allez. Alors nous, ça fait quand même un petit moment qu'on s'y prépare, même si les cycles d'innovation sont extrêmement rapides dans ce domaine. Donc on a déjà travaillé sur l'Euro en 2016. En matière de lutte anti-drone, donc c'est essentiellement le risque ultime, ce serait celui d'un drone hostile cherchant à porter atteinte à la sécurité des spectateurs et des joueurs ou sportifs. Alors peut-être qu'on peut expliquer ce que vous faites tout de suite, le système, puisque vous en parlez. Donc le système, qui dans son nom global s'appelle Boread, mais peu importe, c'est une intégration de différents moyens de détection, de classification et de neutralisation. Puisqu'un drone, il faut arriver à le voir et à ne pas le confondre avec une mouette ou tout autre objet volant. Il faut arriver à dire s'il est hostile ou non hostile, ce que vos camarades de la télévision n'apprécieront pas si nous neutralisons tous leurs drones en les prenant pour des terroristes. Et puis ensuite, il faut arriver à le neutraliser s'il est classifié comme hostile sans avoir de dégâts collatéraux. Et comment alors, différents moyens, brouillage, radio-brouillage, fusil brouilleur, laser, voilà. D'accord. Donc vous n'envoyez pas d'objets volants. L'idée, c'est d'avoir un système qui détecte et neutralise. On est toujours dans la protection et la défense chez CS Group, que ce soit dans la lutte anti-drone ou le reste. Donc nous, on détecte et on neutralise. Voilà. Ok. De votre côté, est-ce qu'on est prêt pour les Jeux Olympiques ? On est prêt, oui, tout à fait. On se prépare depuis plusieurs années, en fait, à avoir la possibilité de mesurer, en fait, les paramètres biomécaniques des sportifs. Oui. Alors des sportifs, mais pas que les sportifs de très haut niveau. On s'adresse aussi aux sportifs amateurs, de telle manière à ce qu'ils puissent bouger plus, mais surtout bouger mieux, en fonction de leur santé, en fonction de leurs caractéristiques. Est-ce qu'ils ont telle ou telle déformation ou telle aptitude. Et donc, en fait, en mesurant précisément, grâce à ces semelles... il y a des capteurs dedans ? Il y a des capteurs dedans, exactement. Okay. Il y a des capteurs. La semelle est connectée ensuite et donc l'information remonte. Et nous avons des professionnels de santé qui peuvent suivre la personne qui est en train de s'entraîner, par exemple, ou débriefer avec elle après et lui donner du feedback. Et quand on parle du grand public, c'est des interactions avec Monsieur Tout-le-Monde à travers son smartphone. On va recevoir des recommandations en fonction de comment on a bougé. Est-ce qu'on est plutôt trop sur l'extérieur du pied, sur l'intérieur du pied? Est-ce qu'on attaque comme ceci ou est-ce qu'on attaque comme cela? Donc l'idée, ça se destine aux athlètes ou au grand public? Aux deux? Alors ça se destine aux deux. Ça se destine aux sportifs. Et donc, dans le cadre des athlètes, c'est une question de préparation. Donc, c'est comment arriver à préparer l'athlète à être vraiment au maximum de sa performance. Avant. Ça veut dire qu'on va trouver ces semelles dans des chaussures d'athlète à Paris 2024? Exactement. Donc on travaille en partenariat par exemple avec la SIG, le club de basket de Strasbourg, qui utilise ce genre de technologie, la technologie Digitsol, pour mesurer comment la mobilité de chacun des athlètes et voir s'il y a éventuellement une déformation, leur permettre d'aller vraiment au maximum sans se blesser. Donc, à partir du moment où on va détecter des signaux faibles, comme quoi il y a tel ou tel mouvement qui est en train d'être fait, qui va correspondre éventuellement à une fatigue musculaire, on va pouvoir retirer la charge d'entraînement de l'athlète, la baisser, et éviter donc d'atteindre en fait une blessure qui, comme on peut l'imaginer, enfin on peut facilement le comprendre, est très très coûteuse. Sont trop importants à ce niveau-là. Alors est-ce que globalement, maintenant on a parlé de vos cas particuliers, la tech française, la Sporttech française,
est à un point assez avancé pour être assez compétitif et faire rayonner les technologies françaises lors des JO 2024? Écoutez, en ce qui concerne la lutte anti-drone, d'ailleurs, ça peut paraître éloigné des semelles connectées, mais pas du tout. C'est des capteurs qu'on intègre avec des algorithmes et puis des signaux qu'on renvoie analysés sur des smartphones. Nous, c'est pareil, les vigiles et les policiers auront les signaux et les analyses renvoyées sur leur smartphone. Donc je pense qu'on est bien avancé sur la tech française, donc CS Group pour la partie lutte anti-drone, mais pas seulement. Les appels à candidature et appels d'offres sont en cours pour la Coupe du Monde de rugby et les JO de 2024. Mais si on ressort un tout petit peu de CS Group et qu'on jette un coup d'œil sur ce qui existe aujourd'hui autour de vous, vous avez cité la data, donc ça veut dire que déjà avec cette avancée française, cette position française, on sera prêt pour les JO dans ce domaine. Oui, au-delà de CS Group, c'est ce que je dis. Il y a tout un écosystème en matière de lutte anti-drone, que ce soit les tout petits, les moyens, les plus gros, qui vont du tout petit type sac à dos Cerbère au très très gros type Safran Patroller, avec nous au milieu, avec des gens qui font de la détection laser comme Silas, avec d'autres qui font des filets pour intercepter les drones. Voilà. La surveillance d'ailleurs, la sécurité par la technologie, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que la prise de conscience de cette utilité est nouvelle dans le domaine sportif, j'entends? Non, je crois pas. Non, le sport a toujours été assez à la pointe en matière de techno. Ouais. Bon, là, moi, je fais de l'électronique et des systèmes, mais j'ai été athlète de haut niveau dans une vie antérieure assez éloignée. Oui. Non, pour moi, la défense et le sport, ça fait partie des domaines les plus innovants parce que ça nous passionne tous. Pourtant, il n'y a pas beaucoup d'accélérateurs, il n'y a pas beaucoup de fonds et on n'y met pas beaucoup de moyens du côté de l'État. Comment vous l'expliquez? Non, parce que je pense aussi qu'il y a plus d'acteurs privés qui sont prêts à prendre le relais. La défense et la sécurité, c'est un bien commun, donc ça, c'est plus probablement nos impôts de le financer. Sur la partie sport, événements sportifs, etc., il y a davantage d'acteurs privés, je pense. Oui, donc en effet, ce sont typiquement des acteurs privés qui financent ces activités. Maintenant... plus ne fera pas de mal. Plus ne fera pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a un accélérateur qui est ouvert à Lyon, sur la Sportec. Il y en a 2-3. Il y a des fonds d'investissement, mais ils sont tout récents. Voilà. Bon, en effet, ce qu'on peut voir, c'est que la technologie que l'on a pour le sport, en fait, sert aussi au monde médical. Donc, en fait, on est à cheval entre l'optimisation du sportif et la connexion au monde médical. Donc on a 500 praticiens qui utilisent cette même technologie pour suivre des gens au niveau de leur état de santé ou même pour détecter des pathologies. Et donc là, on a déjà fait monter la technologie pour ce genre d'application. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a des sujets transversaux et que de toute façon, forcément, la Sportec va en bénéficier. Je pense que la séparation en secteur métier devient de moins en moins pertinente parce qu'en fait, la clé, c'est tout ce qui est données, extraction de données, fusion de données. Et en fait, des applications qui peuvent venir de gens de la défense comme nous peuvent s'appliquer partout. Des applications qui peuvent venir du sport pourraient, je pense, tout à fait remonter dans la défense. Et quel autre... on a parlé medtech, on a parlé sécurité, surveillance. Quel autre axe de développement on peut imaginer pour ressurgir à côté de vous pour les prochaines années en attendant 2024 ? Alors nous, on voit tout ce qui se développe dans la partie espace, télécom et déplacement, mobilité. C'est-à-dire que nous, toutes nos applications qui étaient de géopositionnement, surveillance très très perfectionnées pour les applications défense ou spatiales militaires, vont devenir maintenant de plus en plus utilisées par le ferroviaire, l'automobile autonome. Là, il y a une vraie transversalité. On parle de technologie. Hier a été testé le taxi volant qui devrait être utilisé pendant les JO 2024. Vous voyez, la cybersécurisation du géopositionnement de ce type de taxi est quand même clé. Parce que si vous avez un cyberpirate qui prend la main sur des véhicules autonomes, en termes de sécurité, ça va être moyen. Donc on n'est pas forcément très loin. Alors j'ose pas dire, est-ce qu'un cyberpirate pourrait prendre le contrôle des semelles connectées? Je ne sais pas quelles seraient les conséquences. Je ne pense pas. Non. Nous, ce qui est important dans l'aspect temps, c'est la collection des datas. Puisqu'en fait, lorsque vous êtes un sportif, par exemple, on est vraiment focalisé sur les sportifs, donc parlons d'eux, ils vont avoir aujourd'hui un traitement ou une analyse de leurs données qui va être basée sur des algorithmes qui sont prédéfinis, qui sont un peu génériques. Mais au fur et à mesure qu'on va collecter des datas,
en particulier sur cette personne-là, on va pouvoir personnaliser l'analyse grâce aux algorithmes d'IA par rapport à ce que lui a vraiment comme caractéristique, ce que lui a vraiment comme lui ou elle a vraiment comme potentiel. Et donc on va pouvoir adapter le processus de décision ou de recommandation en fonction de la personne, de l'individu. Et ça, c'est quelque chose qui prend relativement du temps puisqu'il faut collecter de plus en plus de data personnel, donc ce qu'on appelle longitudinal dans le temps, pour pouvoir ensuite identifier des signaux faibles qui vont dire, tiens, telle personne là, en fait, n'est pas à son maximum ou est très proche de pouvoir se blesser, ou si jamais il se blesse, pouvoir revenir en arrière et non pas faire une rééducation par rapport à une norme, mais faire une rééducation par rapport à là où le sportif avait vraiment les meilleurs feelings, les meilleures performances. Donc ça, c'est tout ce que la technologie permet de faire. Et c'est complètement commun au business case là, dont on discute sur la sécurité ou le sport, parce que c'est l'intelligence artificielle, les automates ont besoin de beaucoup de données et d'apprendre dans la durée. Et c'est le fait justement de collecter de plus en plus de données dans la durée qui vont faire, donc dans le cas des semelles, que le sportif sera spécifiquement reconnu et conseillé. Et puis dans le cas de la sécurité, que le détecteur de drone va pouvoir dire que c'était bien un drone hostile et pas une mouette ou pas un drone de télévision. Donc c'est vraiment basé là-dessus et je pense qu'on est un peu tous, l'autre point commun étant l'aspect données personnelles. Oui. On traite aussi tous des données personnelles. Alors il y a 2 points de réglementation que je vais aborder, mais le premier c'est la donnée personnelle. En medtech ça paraît évident, vous un peu moins parce qu'on découvre en même temps. Oui, puisque justement les drones font des drones d'observation dans les manifestations, y compris sportives, et donc il y a besoin d'autorisation pour traiter, conserver, ne pas conserver ces données. Et d'autre part, de toute façon, vous avez donc au-delà de la donnée personnelle, ce qu'on appelle le concept d'emploi en sécurité, qui est le droit ou le non-droit de dire je vais détruire ce drone parce que je considère qu'il est hostile. Ce qui est quelque chose d'extrêmement difficile à définir par les forces de sécurité. Tout à fait. Et comment vous trouvez la juste décision ? C'est très complexe pour les industriels européens. Alors je pense que c'est tout à notre honneur par rapport à d'autres pays qui, je dirais, tirent d'abord, réfléchissent après. Oui. Déjà, on peut préciser, compte tenu de l'actualité récente, qu'ils ne sont pas autonomes. Alors non, ils ne sont pas à date autonomes. C'est des choses qui viendront. Il ne faut pas se leurrer. Et ils seront armés. En tout cas, les hostiles seront armés. Oui, donc nous, aujourd'hui, en effet, ils ne sont pas autonomes. Donc ça veut dire qu'il y a des forces de sécurité derrière l'écran pour analyser et recevoir les signaux et prendre la décision de détruire ou de ne pas détruire. Donc, ce qui veut dire que, par définition, ça prend plus de temps. Et donc, on augmente potentiellement le niveau de risque. Vous avez eu un cas comme ça déjà ? Vous avez couvert l'Euro 2016, vous l'avez dit par exemple. On a couvert l'Euro 2016, on n'a pas eu de cas au moment de l'Euro 2016. On a couvert des événements du type 14 juillet, défilé, manifestations de ce type-là. Donc oui, on a eu des cas qui sont pas, je dirais, discutables de façon publique. Mais de toute façon, indépendamment des cas réels, des cas en France ou sur des manifestations que nous, on connaît, de nombreux cas aux États-Unis, dans le Golfe, de drones. Alors, il n'y a jamais eu à date, Dieu merci, de drones terroristes, effectivement. Mais par contre, de drones, je dirais, venant causer des perturbations, interrompre la manifestation, faire de la politique en promenant des banderoles qui ont dégénéré en émeute ou en bataille. Oui, il y en a eu. C'est vrai que les événements sportifs, c'est souvent l'occasion de donner une audience à ces événements-là. Alors, une autre question que j'aimerais vous poser, sur la réglementation, on parle de sportifs de demain, on parle d'événements sportifs de demain, mais est-ce que la réglementation va permettre qu'un sportif soit connecté ? Tout à fait. Donc déjà, ce qui est important, c'est que les gens qui connectent les sportifs, donc comme Digitsol, soient certifiés de telle manière à pouvoir manipuler des données qui sont à la fois personnelles, mais aussi des données de santé, parce qu'il faut bien. Oui, mais c'est ultra réglementé, un sportif. Donc c'est pour ça qu'on a, pour notre société, dans le cas de notre société, donc nous venons de passer toutes sortes de certifications ISO de telle manière à être hébergeur de données de santé, etc., et vraiment être estampillé. Et deuxièmement, nous avons une procédure d'anonymisation des données. Puisque donc il est important que lorsque on stocke ces données, elles soient anonymisées et que éventuellement un praticien, donc un médecin du sport par exemple, lui ait les codes qui lui permettent de reconnecter telle donnée avec telle personne et pouvoir faire le suivi de son sportif. Mais ma question c'est plutôt de l'autre côté sportif, côté comité des JO, est-ce qu'on autorisera
qui soient équipés de matériel électronique? Alors, ce qu'on voit aujourd'hui et ce que je pense va venir de plus en plus, c'est la préparation. C'est-à-dire, c'est dans le cadre de l'entraînement. Là, le sportif est entraîné. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de l'amener à son niveau optimum, toujours pareil, de telle manière à ce qu'il soit préparé, qu'on lui ait donné une certaine charge d'entraînement. Oui. Qui en général est même supérieur à ce qu'il va rencontrer pendant sa compétition, et faire ça toujours pareil, sans qu'il se blesse. Il faut arriver à la limite, mais ne pas la dépasser. Évidemment. Et donc là, oui, évidemment, ils sont équipés. Ensuite, dans les compétitions, je pense que les sportifs, après, c'est aussi à eux de choisir. Et je pense, pour l'instant, on ne voit pas encore vraiment de mesures, je dirais, embarquées pendant les compétitions. Je pense que c'est quelque chose qui va évoluera peut-être. Vous disiez que vous étiez sportif de haut niveau. Est-ce que vous pouvez nous dire... Dans une autre vie, je n'ai pas eu le bonheur de connaître les semelles connectées. Non, mais qu'est-ce que vous faisiez? Je faisais de l'athlétisme du saut à la perche. D'accord. Vous avez fait les qualifications aux Jeux Olympiques? Non, quand même avant, c'était le niveau d'avant. Et est-ce que vous auriez imaginé pouvoir faire des compétitions connectées? Non, honnêtement, à l'époque, c'était juste avant. C'était juste avant. Moi, je suis la génération qui est arrivée pour ses études où on nous a donné un PC et on nous a digitalisé. Donc voilà, c'était juste avant. Mais non, et puis donc il y a ces aspects-là, oui, qui sont là, les aspects instances de régulation du sport, pour les aspects sport connectés. Nous, les instances du sport vont plutôt être demandeuses de plus de sécurité. Comme en plus c'est des instances internationales, elles sont souvent plus américanisées et moins sensibles, on va dire, aux données personnelles qu'en Europe. Donc nous, notre sujet, ça va plutôt être les régulations étatiques et européennes, donc auxquelles un groupe comme CS Group souscrit tout à fait. Je trouve que ça nous complique la vie en tant qu'industriel, mais que la liberté, c'est fondamental. Évidemment. Donc techniquement, c'est très complexe. Il y a eu le débat récent des forces de police sur qu'est-ce qu'on autorisait en matière de surveillance des manifestations par des drones. Oui, c'est encore un vaste sujet à aborder. Merci à tous les deux d'être venus vous projeter avec nous sur ce que seront les JO à Paris 2024 d'un point de vue technologique avec la Sportech que vous représentez. Merci Marie de Saint-Salvi, directrice générale adjointe en charge des opérations de CS Group. Et merci à vous Christian Dupont, CIO de Digitsol, concepteur de semelles connectées que vous avez avec vous aujourd'hui. Alors après une courte pause, on se retrouve quant à nous pour votre rendez-vous Privacy. Pour votre rendez-vous Privacy, on va parler d'un outil que vous connaissez certainement, c'est le VPN. Et pour en parler avec nous, Hervé Lejouan, fondateur et CEO de Privony, avec nous mais à distance. Bonjour. Bonjour Cécilia. Alors, on va commencer par le commencement. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est un VPN ? Alors VPN, comme en anglais Virtual Private Network et en français réseau privé virtuel, en fait c'est un système composé d'un logiciel que vous installez sur votre PC ou votre mobile, et ce système étant connecté à un réseau de serveurs répartis dans le monde. Et tout ça ayant pour but de protéger votre connexion lorsque vous êtes en train d'utiliser l'Internet, en garantissant votre anonymat et sans laisser la moindre trace derrière vous. Concrètement, en fait, lorsque vous utilisez un VPN, depuis votre, entre guillemets, votre PC ou votre mobile, tout le trafic Internet est chiffré. Tout votre trafic Internet est chiffré et donc personne, aucun tiers ne peut y accéder, y compris votre opérateur télécom ne peut voir ce que vous faites. Et donc, on appelle ça d'ailleurs, c'est un tunnel chiffré, c'est-à-dire entre l'endroit où vous êtes vous et l'endroit en fait que vous voulez accéder, et toute l'information est chiffrée. Mais alors, quel est l'intérêt, finalement, pour les utilisateurs d'utiliser et d'installer un VPN ? Alors, il y en a plusieurs. La première, comme je viens un petit peu de l'indiquer, c'est de protéger ces données, en fait. Et encore une fois, parce que l'information, tout ce que vous faites est chiffré de bout en bout, effectivement, ça évite qu'il y ait un intermédiaire qui vienne prendre et pirater l'information. Et c'est pour ça aussi que c'est très utilisé par les entreprises pour leurs employés. Et certainement dans cette période qui a été la période de pandémie où les gens ont été obligés de faire du télétravail, de nombreuses entreprises ont été obligées d'utiliser un VPN. Pourquoi ? Parce que quand je suis connecté depuis chez moi et que je dois me connecter au réseau d'entreprise, sans VPN, il y a toute une partie du trafic qui passe en clair, y compris chez mon opérateur télécom, alors qu'en fait, via un VPN, mon trafic est entièrement protégé, ce qui me protège moi en tant qu'individu, en tant qu'employé, mais aussi qui protège mon entreprise. Donc ça, c'est vraiment le premier point, c'est de garantir finalement l'anonymat du trafic et de la donnée. Ensuite, le deuxième, c'est le Wi-Fi public.
Donc, on est tous amenés, quelquefois, que ce soit dans des aéroports, des hôtels, à utiliser un Wi-Fi public. Et là, c'est la même chose. Le Wi-Fi public est un réseau qui est en clair, en fait. Et le fait d'utiliser un VPN va faire que même si sur un réseau Wi-Fi public, votre trafic va être protégé. Il faut savoir que les pirates, le Wi-Fi public, c'est un de leurs lieux de prédilection. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'ils peuvent accéder depuis leurs ordinateurs distants à votre ordinateur sur un réseau Wi-Fi public et même aller voler des données sur votre ordinateur. En utilisant un VPN, vous n'aurez pas de souci. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le streaming. Alors, qui n'a pas eu l'expérience d'être à l'étranger et de vouloir accéder à un contenu qui lui est cher sur, je ne sais pas, du replay ou accéder à un événement sportif sur son pays d'origine, et puis on lui dit « Ah ben non, votre contenu n'est pas accessible depuis ce pays parce que vous êtes à l'étranger ». Eh bien, le VPN vous permet de le faire puisque le VPN, encore une fois, l'adresse IP est masquée, votre adresse IP est masquée, vous utilisez une adresse IP d'un des serveurs et en utilisant cette adresse IP d'un des serveurs, si le serveur est en France par exemple alors que le contenu est en France, vous pourrez accéder au streaming. Donc, la dernière chose, c'est la surveillance des réseaux. On sait très bien, et tout le monde le sait, la NSA aux États-Unis, des réseaux gouvernementaux qui surveillent les données. Avec un VPN, il n'y a plus de surveillance. Du moins, vous ne pouvez pas être surveillé parce que votre trafic est chiffré entièrement. Alors, en quelques mots, parce qu'on arrive au bout, aujourd'hui, tout le monde, n'importe qui, peu importe son niveau informatique, peut installer un VPN ? Oui, parce qu'il y a des offres sur le marché qui sont très simples d'accès. Alors, elles sont payantes parce que vous imaginez que avoir un réseau de serveurs dans le monde, c'est quelque chose qui est très coûteux, mais c'est très accessible. Vous pouvez installer ça, ça se fait en quelques clics. Et d'ailleurs, de grands acteurs aujourd'hui comme Apple, ils sont en train d'annoncer un VPN dans leur offre prochaine, ou Mozilla Firefox, qui est justement un navigateur, offre des VPN intégrés à leurs offres. Et donc, c'est vraiment une offre aujourd'hui qui est accessible au plus grand nombre. Et est-ce qu'il y a des contraintes quand même ? Alors écoutez, oui, il y en a quelques-unes. C'est-à-dire que comme vous passez par un réseau de serveurs qui est indépendant en fait de l'accès direct en fait à votre serveur, là c'est sûr qu'il peut y avoir dans certains cas un ralentissement un petit peu et perceptible un petit peu finalement de l'accès à Internet, parce que vous allez passer par finalement un serveur différent avant d'accéder finalement au contenu que vous voulez. Mais généralement, c'est très peu, je dirais, c'est pas gênant pour les gens, hein, ça ne se sent pas. Et au final, les bénéfices à utiliser le VPN sont nombreux. On peut voir aussi dans quelques cas, l'accès à un contenu peut être refusé parce que l'adresse du serveur IP qui va être utilisé pour accéder à ce contenu n'est pas autorisé par la société ou le service que vous voulez accéder. Donc dans ce cas-là, vous vous trouvez dans un cas où finalement il faut rechanger l'adresse du serveur et repartir via un autre serveur. Donc c'est jamais bloquant, jamais votre compte ne sera bloqué, vous ne serez pas trop ennuyé. Et au final, les bénéfices quand même à être protégés sont très très nombreux par rapport aux inconvénients. Merci beaucoup Hervé Lejouin. Je rappelle que vous êtes fondateur et CEO de Privony. On poursuit tout de suite avec votre séquence et demain. Nous sommes en pleine compétition de football. D'ailleurs, demain, les Bleus vont affronter les champions d'Europe en titre, le Portugal. Un match qui va être suivi et qui va entraîner une forte activité sur Internet, évidemment, qui ne manquera pas d'être analysée et enregistrée par Claude Flair. Je vais y arriver. Pour en parler, justement, Boris Lecoeur, directeur général France de Claude Flair. Bienvenue sur ce plateau. Alors, Claude Flair, c'est un spécialiste de la sécurité et de la performance sur Internet. Et dès le top départ de la compétition européenne de football, vous avez lancé un outil pour mesurer justement le comportement des internautes. Alors, qu'est-ce que vous mesurez précisément ? Alors, Cloudflare Radar, c'est un service qu'on a lancé pour vraiment analyser tout ce qui se passe sur Internet. Cloudflare, en fait, gère 1 milliard d'adresses IP sur son réseau qui sont connectées et protège tous les jours plus de 70 milliards d'attaques. D'accord. Donc avec ça, on a énormément de données sur l'utilisation d'Internet et tout ce qui se passe sur Internet. Donc les données sont à vous, celles que vous utilisez ? Non, les données ne sont pas à nous, mais on a, par exemple, on peut monitorer ce qui se passe sur des sites de paris sportifs, sur des sites de tout ce qui est médias sportifs,
sur des sites comme, par exemple, tout ce qui est les sponsors de l'événement, Oui. et sur des sites également, notamment de tout ce qui est streaming de vidéos. Voilà. Et comment vous avez obtenu le droit de récupérer ces données? Alors, ces données, ce ne sont pas des données nominatives. Mhm. C'est-à-dire, on est capable de visualiser, par exemple, les sites qui sont consultés, Oui. mais on ne voit pas les données en tant que telles. Oui, mais il faut qu'ils vous donnent accès, les sites? Les sites ne nous donnent pas accès. En fait, les données passent par notre réseau, si vous voulez. D'accord. Vous utilisez le réseau déjà installé pour récupérer les On utilise informations qu'ils Internet, tout traversent. simplement, Ouais. et les données traversent notre réseau, si vous voulez. Ok. Parce qu'il faut le dire, Cloudflare est déjà installé en France à une infrastructure. Hein. Peut-être qu'on peut... Alors, Cloudflare, dès le lancement de Cloudflare en 2010, Cloudflare avait déjà des data centers en 2011 C'est pour ça. en Ok. France. Aujourd'hui, on en a 3 Ouais. et on a ouvert un bureau en 2020, donc l'année dernière, pour accompagner notre croissance et finalement suivre également les milliers de clients qu'on a en France. Pour mieux les accompagner et être au plus proche d'eux, en fait. Donc, si je résume, vous utilisez vos infrastructures data center pour créer des outils avec les données qui traversent vos data centers. Alors, Cloudflare a été créé pour construire et bâtir un meilleur Internet. D'accord ? Internet, ça n'a jamais été pensé pour être ni sécurisé, ni rapide. C'est ce que Cloudflare fait. Oui. On accélère et on protège tout ce qui peut être connecté. Et avec cette solution Euro 2020 ? Alors, avec cette solution en 2020, c'est un dérivé de Cloudflare Radar qu'on a lancé à l'occasion de l'Euro 2020 et dont le but, c'est vraiment de donner et de valoriser les trafics de ce qui se passe autour de l'Euro 2020, comme je le mentionnais, les sites de paris sportifs, les sites de médias sportifs, etc. Au bout de combien de temps on a ces données-là? Par exemple, il y a le match demain. Quand est-ce qu'on aura les premières données? C'est un service en temps réel, Ouais. et donc on voit quasiment ces données de manière quasiment instantanée dès le démarrage. Dès le démarrage de l'activité, en fait. Donc quelques heures avant, globalement, en général. Ou le matin, si on a la compo. Quelques heures après, déjà, les données sont disponibles et on peut voir ces graphismes qui suivent l'évolution. Après le match. Ok. Avant de terminer, à qui vont se destiner ces solutions? Tout le monde peut ces données, ces analyses, tout le monde peut les voir? Oui, c'est un service qui est entièrement gratuit et public. Donc vous allez sur radar.cloudflare.com et vous avez accès à ces données, ces analytiques qui sont disponibles pour le public. Donc le but, encore une fois, c'est d'ouvrir au plus grand nombre l'information et la transparence d'Internet? Exactement. C'est finalement de démocratiser la transparence d'Internet et de démocratiser aussi des solutions de protection et d'accélération d'Internet qui, par le passé, étaient réservées vraiment aux très grandes entreprises qui nécessitaient des investissements coûteux, des mises en place compliquées. Nous, on démocratise ça en permettant l'accès à tous à ces solutions. Bon, on ne manquera pas d'y jeter un œil demain, de regarder le match d'abord, puis ensuite de regarder les statistiques. Absolument, il y a plein de données sur le site. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Boris Lecoeur, directeur général France, je le rappelle, de Cloudflare. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi aujourd'hui. Tout de suite, vous allez découvrir de nouvelles interviews dans le Lab, votre rendez-vous où viennent pitcher les entreprises du numérique et des nouvelles technologies. Et demain, vous retrouvez Delphine Sabatier à la présentation de cette émission Smart Tech sur Bismart.